C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle édition du Journal de l'économie dont voici le sommaire. La dette publique du Cameroun s'affiche à un taux raisonnable, mais le pays figure sur la liste des États à risque de surendettement élevé. C'est ce que soutiennent les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale apporte son appui à la reconstruction des communautés affectées par les cyclones au Mozambique. Elle a débloqué 130 millions de dollars. Le Mali entend maintenir sa place de premier producteur africain de coton. Le pays espère récolter 1 million de tonnes d'ici les 2 à 3 prochaines années. À fin avril 2019, la dette publique du Cameroun s'est affichée à un peu plus de 35% du produit intérieur brut. Le pays dispose donc d'une marge de manœuvre. Pourtant, les institutions de Bretton Woods classent ce pays parmi les États à risque de surendettement élevé. Évalué à un taux d'un peu plus de 35% du produit intérieur brut à fin avril 2019, la dette publique camerounaise est soutenable et se situe loin du critère de convergence de la CEMAC, qui situe le plafond de cet indicateur à 70% du produit intérieur brut. Mais malgré la marge de manœuvre dont dispose le pays en matière d'endettement, il est classé par les institutions de Bretton Woods parmi les pays à risque de surendettement élevé. Ce risque se situe par le dépassement depuis 2018 des deux ratios de liquidité que sont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation d'une part et le ratio service de la dette sur recettes publiques d'autre part. Conséquence, jusqu'en 2026, le Trésor public camerounais rencontrera d'énormes difficultés pour honorer à bonne date ses engagements, notamment le règlement du service de la dette. Pour s'y soustraire, le pays entend au cours des 3 prochains exercices budgétaires implémenter une politique d'endettement rigoureuse et contrôlée. Notons qu'au 30 avril 2019, l'encours de la dette publique et à garantie publique au Cameroun s'élevait à 7 557 milliards de francs CFA. Cet encours, selon les statistiques du ministère des Finances, est en hausse de 3,3% par rapport à la situation à fin décembre 2018 et de 15,5% sur une période d'1 an. La Banque mondiale va affecter 130 millions de dollars au Mozambique en faveur de la reconstruction des communautés affectées par les cyclones Idai et Kenneth. Ce nouveau financement devrait être accordé sous forme de dons via le guichet d'intervention en cas de crise de l'Association internationale de développement. 130 millions de dollars en faveur de la reconstruction des communautés affectées par les cyclones Idai et Kenneth au Mozambique. Ce geste de la Banque mondiale est accordé sous forme de dons via le guichet d'intervention en cas de crise de l'Association internationale de développement IDA. Il est destiné à la réparation et à la reconstruction de logements pour certaines communautés vulnérables ainsi qu'à la reconstruction d'infrastructures publiques dans le pays. Environ 15 000 unités de logement seront financées par ce projet dans le cadre d'une approche de reconstruction communautaire résiliente au profit d'environ 75 000 bénéficiaires touchés par le cyclone à Sofala et à Cabo Delgado. Le dit projet sera également axé sur la réparation et la reconstruction de marchés, d'édifices gouvernementaux, d'unités publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la construction de sites multifonctionnels d'évacuation en cas d'inondation et d'abri anticyclone. Enfin, dans le cadre de son volet sur l'appui au secteur privé, le projet mettra en œuvre un mécanisme de subvention de contrepartie et une ligne de crédit pour soutenir la relance des entreprises et améliorer l'accès au financement. Ce volet ciblera les entreprises informelles et les micro- et petites entreprises touchées par les catastrophes. Survenu en mars et avril 2019 au Mozambique, faisant plus de 600 morts et affectant environ 1,85 million de personnes, les cyclones Idai et Kenneth ont causé des dommages et des pertes s'élevant à 3 milliards de dollars.
Le Mali espère récolter 1 million de tonnes de coton d'ici les 2 à 3 prochaines années. Ce volume devrait permettre à ce pays de conforter sa place de premier producteur africain d'or blanc, distançant ainsi le Burkina Faso et le Bénin. D'ici les 2 à 3 prochaines années, le Mali, qui cible une récolte record de 800 000 tonnes en 2019-2020, espère récolter 1 million de tonnes de coton, ce qui devrait permettre au pays de conforter sa place de premier producteur africain d'or blanc. Bamako pourrait ainsi distancer non seulement le Burkina Faso, mais aussi le Bénin, qui a enregistré un bond spectaculaire de sa récolte ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, le pays s'appuie sur de nouvelles variétés en lieu et place du coton génétiquement modifié. En effet, selon le ministre malien de l'Agriculture, Bamako a des possibilités d'augmentation de ses rendements sans recourir au coton génétiquement modifié. Pour leur part, les analystes estiment que si une hausse de la production cotonnière est louable, il faudra aller vers plus de transformation afin de tirer une plus grande valeur ajoutée de la filière. Ceci dans un contexte où le Mali ne transforme que 2% de sa production grâce à 2 usines textiles que sont la Compagnie malienne de textile et la Bakari Textile, Commerce et Industrie. Le Burundi, pour nous intéresser à la croissance économique de ce pays, c'est juste après une petite pause avec Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors, le Burundi reprend progressivement sa croissance économique après 2017, où le produit intérieur brut a chuté à moins 0,2%. À quoi doit-on exactement la reprise ? Merci Inès, on doit cette reprise aux efforts du gouvernement, mais aussi à la volonté d'un peuple de travailler et de donner un mieux-être donc à l'économie, de sortir donc de l'ornière. Le Burundi aujourd'hui est en train de travailler, vous l'avez dit tantôt, après 2017, où le pays a connu une croissance baissière de moins 0,2%, précédée de 2 années consécutives également de baisse des recettes, du taux de croissance 2016, 0,6% et 2015, 3,9%. Le Burundi aujourd'hui affiche les intentions donc d'aller vers une croissance des plus soutenues, des plus meilleures au niveau de la région. Déjà, le pays a travaillé sur les indicateurs comme le sous-secteur agriculture où les produits de rente comme donc le café et le thé ont connu une croissance. La production agricole a connu donc une croissance. Il faut noter aussi que le Burundi aujourd'hui affiche de meilleures performances en termes du secteur tertiaire, notamment le service qui affiche un taux de croissance de 7,4% pour le compte de l'année 2018 et surtout au niveau donc du premier trimestre 2019. L'industrie n'est pas parent pauvre, on note une croissance également de 3,2% et toujours donc dans ce secteur tertiaire, on peut donc noter certains points positifs, notamment au niveau du transport, mais aussi au niveau des technologies de l'information et de la communication. Tout ceci combiné donne donc un taux de croissance des meilleurs, 1,4% pour le compte donc de l'année budgétaire 2018 et pour le compte de 2019, le pays affiche une très bonne performance. En tout cas, en attendant la fin donc du 4e trimestre 2019, je crois que le pays, le Burundi, est en train donc d'améliorer sa performance pour mieux faire face aux enjeux donc du développement. Il faut aussi ajouter à tout ceci que le Burundi pourra donc d'ici les 2 prochaines années, le Burundi donc pourra donc gagner le pari des meilleures statistiques dans le domaine macroéconomique et on pourra donc d'ici à là voir pourquoi pas si la politique pourra donc accompagner convenablement ce pays pour afficher un pays mieux gouverné. En tout cas, pour ce qui est donc de la réduction des comptes, beaucoup d'efforts restent à faire et on peut déjà donc souhaiter un bon rendement en ce qui concerne donc la collecte des recettes au niveau de ce pays-là. Alors, est-ce que la remontée qu'on est en train de noter sera maintenue dans les mois, les années à venir? C'est l'inquiétude des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le FMI, car ce pays n'adhère forcément pas aux recommandations de ces institutions. Ce pays travaille, certes, mais parfois
tient un peu la tête à ces institutions en ce qui concerne donc les recommandations. En effet, la politique n'accompagne pas toujours les efforts donc au niveau de ce pays. Et beaucoup donc d'inquiétudes en ce qui concerne donc le respect des engagements pris vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale. Cependant, il convient ici d'afficher, de dire que le pays, le Burundi, donc affiche des intentions donc d'améliorer donc sa performance macroéconomique, même si, comme je l'ai dit tantôt, la politique laisse encore beaucoup donc de couacs dans la gestion au niveau du pays. Il faut déjà dire que en ce qui concerne la question, les recommandations sur la réduction donc du train de vie de l'État, le Burundi n'est pas en train de marquer le pas qu'il faut pour véritablement afficher un pays qui donc investit beaucoup plus dans les projets structurants qui donc accompagnent les opérateurs économiques en ce qui concerne donc l'essor du secteur privé au niveau de ce pays-là. Alors finalement, Kazmi Pidjo, est-ce que l'économie burundaise est partie pour rester croissante, on va dire? Oui, l'économie est partie pour rester croissante en ce qui concerne les points positifs qu'on note au niveau de ce pays-là, en dehors donc des dépenses au niveau de l'État qui ne répond pas aux normes exigées par donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le pays a quand même quelques points positifs où on peut aujourd'hui dire que oui, le pays, enfin le Burundi, affichera un taux de croissance des meilleurs, même si le taux d'employabilité, le taux donc de chômage reste des plus élevés, même si aujourd'hui la précarité, la pauvreté reste encore un facteur déterminant dans la vie économique donc du pays. Il faut dire quand même que le pays affiche de très bonnes performances. Au-delà de ça, il faut également ajouter les performances de la Banque centrale de ce pays qui, au détour donc, de cette crise des années 2015, 2016 et 2017, a commencé donc par redresser donc, le taux directeur donc, au niveau de la devise locale vis-à-vis de la parité avec le dollar américain. Le Burundi a affiché déjà en 2018 un taux de change officiel de 1,795 pour $1 américain. Et pour donc, les années à venir, le pays compte travailler pour véritablement maintenir donc cette dépréciation de sa monnaie afin de pouvoir offrir un mieux-être aux investisseurs, mais aussi à la devise étrangère qui pourra donc impacter davantage les revenus donc des locaux. Pourquoi pas accompagner le secteur de la production tel que le secteur industriel, mais aussi le secteur tertiaire. Vous avez évoqué les locaux, Kazmi Pidjo. Finalement, comment est-ce que la population burundaise ressent tout ceci? Très mal, parce que la réduction des comptes n'est pas encore monnaie courante au niveau du Burundi. Le taux de pauvreté n'a pas évolué en ce qui concerne donc le pays et aussi on note une certaine contre-performance en ce qui concerne l'emploi des jeunes et ceci ne pourra donc pas garantir un mieux-être à la population. En tout cas, travailler pour les données macroéconomiques, c'est une chose. Offrir un mieux-être à sa population, c'est une autre politique que véritablement le Burundi pourra donc jumeler pour pouvoir donner une certaine aisance à son pays, mais aussi, pourquoi pas, partager cette expérience avec d'autres pays de la région. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo, pour toutes ces explications. Bon vendredi et bon week-end à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de rester sur SICA pour la suite de nos programmes.